des compromis pour écarter le risque de la censure. C'est un article de BFM TV écrit par Baptiste Farge du 17 juillet 2025. Ce qui va nous intéresser dans cet article, c'est d'aller au-delà de la posture politique, puisqu'on va voir dans cet article qu'il y a un certain nombre de postures qui sont plutôt automatiques, mais quand on regarde les dynamiques politiques, finalement, on n'est quand même qu'une simple posture. S'il reconnaît que la situation financière de notre pays est grave, l'ancien président critique largement les orientations budgétaires présentées par le Premier ministre, appelant ce dernier, dans un entretien au Monde, à réviser profondément sa copie pour écarter le risque de la censure. Donc c'est un risque qui a été déjà mis en place l'année dernière. Il a été possible puisque le Rassemblement national et les filles ont fait une alliance ensemble. Et quand on regarde vraiment les dynamiques politiques, avec la dynamique politique de l'année dernière, donc faite en juillet 2025 sur la composition donc de l'Assemblée nationale et surtout dans les votes, même si au second tour il y a eu une alliance, il y a quand même une réserve très importante de voix qui vont aller au Rassemblement national et LFI finalement n'a d'alliance que le nom. Et donc aujourd'hui il y a à gauche, et on a pu le constater avec les différentes affaires qui sont sorties de part et d'autre au niveau de la gauche notamment, il y a un arbitrage, ou plus ou moins une forme d'arbitrage qui est en train de se faire pour savoir quelle partie de la gauche tiendra une forme de part du gâteau, puisque il y a un mouvement de gauche très radical mené par Luc Mélenchon. Son objectif, il est clair d'un point de vue politique, c'est d'affirmer une stature politique en radicalisant sa base, en ayant une position très marquée. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont peut-être un peu plus collaborer, même s'il y a des divergences. Et à l'intérieur donc de ce LFI qui est assez large, on a en fait finalement des disparités très très grandes. Et donc l'idée, ça va être lorsqu'on parle de risque de censure, en réalité, il y a une vraie problématique sur comment va être gérée les censures et notamment les élections et comment vont être de nouveau gérées ces élections dans un contexte évidemment qui est encore plus compliqué avec des appels déjà d'ores et déjà en septembre qui sont en train de notamment d'évoquer les manifestations contre le gouvernement. Donc, il y a quand même un certain nombre d'aspects à prendre en considération en plus des pressions qui vont être exercées sur la dette, notamment en septembre avec les notations qui vont arriver et qui vont faire progresser ou pas les taux d'intérêt qui sont déjà extrêmement hauts par rapport aux capacités du gouvernement français. Donc il semble en tout cas que ce soit une position pour permettre de faire des tractations et de négocier les meilleurs accords lorsque il y a cette positionnement-là de François Hollande. Je cite, si le gouvernement veut écarter le risque de la censure, il doit réviser profondément ce budget. La mise en garde est signée François Hollande, l'ancien président de la République, met la pression sur François Bayrou dans un entretien au Monde ce jeudi, donc de 17 juillet sur l'annonce budgétaire du Premier ministre, déjà largement vilipendée par les oppositions. Face à la cure budgétaire de 43,8 milliards d'euros voulue par le gouvernement et certaines mesures très critiquées, l'année blanche, la suppression des jours fériés, François Hollande appelle l'exécutif à bouger et à chercher des compromis. Comment? Donc là, c'est les solutions qui sont toujours les mêmes, en consentant à une augmentation de la fiscalité sur les hauts patrimoines, qu'il s'agisse du principe de la taxe Zuckman ou du rétablissement d'un impôt modernisé sur la fortune en relevant certaines aides en revenant sur certaines aides aux entreprises et notamment sur les exonérations de cotisations sociales, en protégeant les revenus les plus faibles ou encore les collectivités locales. Liste de députés de Corrèze. Donc là, évidemment, on défend donc le précaré. Voilà, on connaît évidemment les résultats concernant les impôts sur la fortune, les impôts de la production. Globalement, en fait, l'augmentation des impôts, c'est tout le travail que j'essaie de mener, mais on reste sur les mêmes logiques. Concernant les aides aux entreprises, donc sur les 211 milliards, il s'est avéré, alors il y a des estimations entre 7 et 17 milliards sur les 211, il y a entre 7 et 17 milliards de vraies aides, mais sinon, c'est-à-dire on pourrait dire des impôts qui ne sont pas payés par les entreprises par des exonérations. Il y a aussi des légères erreurs on va dire de calcul ou en tout cas de prise en compte, notamment sur la TVA, que les entreprises ne payent pas. Donc en réalité, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Et donc il faut en effet, comme l'a dit François Bayrou le 6 août sur sa chaîne, il est nécessaire en effet de compenser la surtaxe finalement dans un pays qui reste dans un monde qui reste encore assez mondialisé aujourd'hui et qui, lorsqu'il y a une désincitation trop grande, crée en fait des écarts fiscaux et des intérêts à investir, à aller à l'étranger
toujours le même contexte, et donc font peser encore sur ceux qui restent en France un impôt qui est beaucoup trop lourd. Donc après, il s'agirait de dire dans ce cas-là, autant taxer donc les plus riches, mais c'est pareil, hein, que ce soit d'ailleurs au Royaume-Uni, mais aussi en France, le départ des plus riches est beaucoup plus simple que des personnes qui sont moins fortunées. Et donc, il est nécessaire, en fait, finalement, et c'est tout le travail qui va être fait, de mettre en place un système qui permette d'aider probablement les plus pauvres de manière considérée, puis ensuite d'inciter, avec des systèmes fiscaux différents, d'inciter finalement à gagner plus, à produire plus. On travaillera de manière spécifique sur des rapports. Et ensuite, il n'y aurait pas besoin d'exonération de cotisations sociales si le système fiscal était viable finalement et juste pour ceux qui produisent. Donc voilà, donc ça c'est des éléments à prendre en considération. Et ensuite, les collectivités locales, quand même, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Peut-être soit de manière sévère, c'est-à-dire, et c'est déjà ce qui arrive parfois et ce qui va pouvoir arriver de toute façon, soit en proposant une méthode un peu plus proactive et en laissant une certaine autonomie, non pas une autonomie fiscale comme ce qui est fait aujourd'hui, ce qui permet d'augmenter les impôts finalement, mais une autonomie plutôt de l'ordre du budget et une incitation à économiser de manière à ce qu'il y ait une forme d'autonomie financière pour que les collectivités et autres ne soient pas dans un schéma de dépenses de l'enveloppe. Et ça, c'est un élément auquel il faut réfléchir. Pour l'instant, donc, l'exécutif est loin du compte. François Hollande ne partage ni les explications ni les solutions proposées. C'est un plan donc qui est désastreux. À raison de dire que la situation financière de notre pays est grave. Elle peut même devenir désastreuse. Le constat, il est le même. Mais il est tort de prétendre qu'elle serait le fruit de l'inertie des gouvernements depuis 40 ans. Considère-t-il, voyant là le résultat de la politique menée depuis 2017. Bon, ça, c'est des positions politiques, hein, parce que il ne s'agit pas depuis 2017 que la situation, voilà, la situation, elle est pas comme ça depuis 2017. Il souhaite donc un plan donc juste et équilibré. Il est injuste parce que les sacrifices sont exclusivement adressés donc aux ménages, qu'il s'agisse des salariés, des assurés sociaux, des retraités, des familles. Tous sont appelés à contribuer d'une façon ou d'une autre, quand rien n'est demandé aux entreprises et au patrimoine, ce qui est faux. Là, c'est totalement faux. Si François Hollande évoque le risque de la censure, il déclare aussi que je sache, la gauche n'est pas au pouvoir, les socialistes pas davantage. L'opposition ne peut pas se transformer en majorité, ou alors il faudrait une élection avant 2027, ce qui me paraît pas souhaitable. Donc là, ça développe une thèse. S'il y a des élections avant 2027, euh, Emmanuel Macron aura la possibilité de se représenter finalement, puisqu'il n'aura pas fait de mandat. La boucle est bouclée, donc il faut prendre en considération tous ces éléments-là. Depuis la nomination de François Bayrou, François Hollande a refusé de joindre si le risque de renverser le gouvernement était réel. Donc là, il s'agit bien d'une opposition contrôlée, ce qui est tout à fait normal, hein, au demeurant. Lorsque le PS a présenté sa motion après l'échec du conclave sur les retraites, il avait rappelé aux Parisiens le 28 juin ne pas vouloir ajouter de l'instabilité à l'immobilisme, étant opposé à toute précipitation du calendrier électoral. Mais je comprends la démarche du groupe socialiste d'adresser un coup de semonce au gouvernement qui a marqué par son manque d'engagement de déposer un texte sur les retraites au lendemain du conclave. Donc, je voterai la motion de censure dès que lors que le RN ne s'y associera pas. Donc là, peut-être que c'est un message qui est un peu plus caché. À la fois, je vote la motion de censure si le RN ne s'y associe pas, ce qui veut dire, en fait, à part avec LFI, et LFI ne peut pas seul finalement faire cette motion de censure. Il ne souhaite pas ajouter de l'instabilité. Globalement, en fait, la situation telle qu'elle est aujourd'hui est en fait peut-être pas intéressante, mais en tout cas, en l'état, elle est pour le PS une situation qui est mieux qu'une instabilité. Donc, très probablement, c'est plutôt un soutien de François Hollande au gouvernement. Et d'ailleurs, beaucoup de groupes comme LR, qui n'ont pas intérêt finalement à avoir de nouvelles élections, vont apporter finalement leur soutien au gouvernement. Et ça apportera évidemment une forme de stabilité. À noter quand même que François Bayrou fait, entre guillemets, donc le sale boulot. Et donc, d'une certaine façon, avec une forme de courage politique, il sera nécessaire de mettre en place un certain nombre de mesures, évidemment lesquelles, ça ce sera un autre sujet, sachant que la pression populaire en septembre va être évidemment extrêmement importante. Et puis, on a des échos de personnes alors qui travaillent plutôt dans le secteur privé, mais on a aussi évidemment les retraités qui vont rentrer dans la partie. Euh, on est quand même avec les jeunes qui considèrent cotiser beaucoup trop par rapport à ce que cotisaient évidemment les retraités actuels ou les futurs retraités. Alors, futurs retraités encore, on est un petit peu
c'est un petit peu différent, mais les retraités actuels ont évidemment moins, en termes d'annuités, en termes de niveau de cotisation. Donc globalement, on est quand même dans une situation où il y aurait une forme de convergence des luttes, je l'ai déjà évoqué avec le mouvement donc Nicolas qui paye et cette convergence, que ce soit au niveau des retraités, au niveau des entreprises, probablement, voilà, va porter qu'à un moment donné le doigt vers les vraies sources de difficultés du pays. Ça va être un élément qui va être à gérer de manière très légère, de manière très précise, puisque là, on entre évidemment dans la phase difficile. Merci à vous d'avoir regardé donc cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, soutenir le projet, regarder aussi sur le coût de ce travail. Donc, c'est une publication, voilà, dans le lien, aller directement sur le lien, le deuxième lien de Linktree. Ça permettra de voilà, pouvoir échanger sur le sujet. Merci à vous.